Bonjour, hein. Voilà, je vais me présenter un petit peu vite fait. Moi, je vais surtout traiter d'un sujet vachement tech, là, ça va être très très tech par rapport au reste. Donc c'est plus un peu mon évolution de comment j'ai fait pour passer de débutant, on va dire pour moi, à un peu plus avancé en termes d'orienté objet. Donc c'est ce que je vais vous présenter là. Voilà, mon parcours à l'heure actuelle, c'est juste, je commence à avoir un peu l'expérience, voilà. Ça fait 13 ans, ça fait 13 ans professionnellement, et avant ça, je faisais déjà du code de ma jeunesse, on va dire. J'ai aucune expérience de présentation, si ça se sent, hein, voilà, au cas où. Voilà. Donc je vous présente un peu ce que je faisais avant. Donc ça, c'est un code qui a maintenant 15 ans, j'ai envie de dire. Je vais parler en PHP, mais ça s'applique un peu de partout. Donc concrètement, avant, je me disais, bon, bah voilà, ça, je fais de l'orienté objet parce que je fais plein de new. Voilà, j'ai fait des new partout, puis j'ai une classe voilà, avec qui fait une fonction, et du coup, j'avais tout rangé. Et en fait, pour moi, c'était ça. C'était, ah bah, trop bien, je fais de l'orienté objet. À partir du moment qu'il y a des objets, c'est bon, ça marche, et voilà. Et en fait, ça, j'ai appris plus tard. J'ai appris plus tard que c'était pas terrible, en fait. En soi, c'est pas du très beau code. Voilà. Donc, j'ai vu la lumière. Voilà. C'est quand j'ai vu cette vidéo de Misco Evry, avec un petit S, que je sais pas prononcer. Je ferai pas l'affront. La vidéo a déjà 16 ans maintenant, hein, ça commence à être un peu vieux en 480p si vous voulez vraiment y aller. C'est sur les Clean Code Talks de Google directement. C'est devenu la personne qui a fait Angular à la fin. Donc voilà, si ça vous intéresse, regardez, moi je recommande fortement ces vidéos-là. Et, euh, et voilà, donc ça a vraiment changé ma perspective en fait de la façon de voir l'orienté objet de manière générale et comment coder, comment structurer un peu son code. Donc c'est surtout, je suis inspiré un peu de ça pour vous présenter ce que j'ai aujourd'hui, à ma manière. Mais allez-y, c'est des tours, moi j'ai bien kiffé. Quelques notes, ouais. Là, tout le code sera en PHP, c'est applicable à tout langage, c'est pas restreint à PHP en soi, c'est tous les exemples. Je ne m'attarderai pas sur les concepts solides, réellement, si jamais il y en a qui sont là un peu plus dessus. On se concentrera sur les services, parce que je vais expliquer les deux grandes différences uniquement, pas les DTO. Et là, tous mes exemples, avant qu'il y ait des questions, il n'y aura pas de conditions. En fait, en soi, dans tous les exemples que je vais donner, il n'y aura pas de conditions réelles, donc ça va être un code très linéaire, on va dire. Voilà, pour moi, le code il se divise en deux grandes classes. Je vais le simplifier comme ça, c'est-à-dire on va avoir les types d'objets, donc les DTO, Data Transfer Object, qui sont là normalement pour représenter que de la donnée. Donc par exemple un utilisateur, une request qui a juste de la donnée, qui a juste des getters, des setters, généralement c'est ce que représente juste un objet. Il est là pour faire aucune logique. En fait, concrètement, il doit faire aucune logique, rien de spécial. Il doit juste représenter ce qu'il est, tout simplement. Voilà. Il n'a pas d'action particulière. Euh, ah, je navigue trop. Très bien. Bon, oh, ça m'emmerde. Je fais comme ça. Le deuxième grand type d'objet, voilà, ça va être les services. Donc, ce que je vais appeler service, c'est service au sens large, à nouveau. C'est vraiment tous les objets qui effectuent les actions. Donc en fait, c'est là que le cœur de métier se déroule, et c'est là que en fait, toute la logique appartient. La particularité, c'est qu'ils effectuent une action soit grâce à un DPO, soit un DTO ou non. Et j'en parle, enfin là j'ai mis là tout de suite pour éviter l'instanciation runtime, ça aura plus de sens juste après. En gros, un DTO, ça s'instancie généralement runtime, mais aussi avant, et un service, il faut éviter le plus possible. Voilà comment moi j'organise un peu mon architecture. Donc en fait, moi je le divise en plusieurs phases. Donc la 0, c'est toute la déclaration des classes. Donc en fait, c'est là où il n'y a rien qui s'opère à pas la structurer. Donc c'est juste classe, 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 quoi. Ensuite, il va y avoir la phase d'instanciation, ce que moi j'appelle la phase d'instanciation. C'est à l'endroit où en fait on va faire tous les new de service. Donc concrètement, c'est tout. À chaque fois qu'on a besoin d'un service, on va faire tous les new à ce moment-là. Donc si un service a besoin d'un autre, c'est ici qu'il va falloir l'instancier aussi. J'ai mis un 1.1 aussi qui fait aussi partie de la phase d'instanciation pour moi. C'est lorsqu'on a besoin lorsqu'un service en fait a besoin d'une référence envers lui-même. Je vais aller dans les détails juste après, vous inquiétez pas. Mais en gros, c'est si jamais un validateur a besoin de son validateur parent et qu'ils ont mutuellement besoin d'eux. Et ensuite, ce que moi j'appelle le runtime, c'est lorsqu'on exécute le code, on envoie tout le bazar, c'est parti, tous les services s'exécutent et puis voilà. Au niveau de l'instanciation, donc l'une des règles en fait qu'il faut se dire, c'est des talents de Photoshopping.
Ça veut dire faut pas faire. Aucun travail doit être effectué au moment de l'instanciation. Donc c'est-à-dire il ne faut pas de requête, pas de connexion à la base de données, pas de calcul particulier. En fait, il ne faut pas qu'il y ait du travail complexe qui soit fait, pas de logique qui soit faite à ce moment-là. Donc par exemple, admettons que j'ai un user provider ici. En construction, je demande la base de données. Et en fait, j'essaie d'aller chercher tout de suite tous les utilisateurs ou une liste d'utilisateurs, peu importe. Là-dessus, ça, c'est pas bon. En fait, il ne faut pas charger à ce moment-là les utilisateurs à aller fetcher de la data. En fait, il ne faut pas mettre de la data en RAM, il ne faut pas aller récupérer ces données. Même si à la fin, ça va retourner les get all. Plutôt, ce qu'il faut faire, c'est bon, bah, en fait, en vrai, j'ai juste besoin de la base de données et j'irai fetch les utilisateurs à ce moment-là, simplement. Donc après, s'il y a une logique de cache à mettre en place, je ne l'ai pas mis ici, mais en gros, s'il y a besoin de ne pas les refetcher à chaque fois, on peut toujours mettre une propriété en RAM et puis aller fetcher qu'une seule fois, quoi. Voilà. Donc ça, c'est assez important. Ça évite de faire de la grosse logique et surtout, ça nous permet de tout instancier sans forcément trop se poser de questions si jamais ça va les consommer ou quoi que ce soit, quoi. Un point important, c'est l'ordre d'instanciation doit pouvoir changer sans conflit. Donc dans le sens, c'est que si jamais j'instancie ça dans ce sens-là, j'ai le droit en fait de changer le provider, j'ai le droit de l'instancier avant sans problème. En fait, il faut que tout ce bloc-là soit instanciable sans que j'ai besoin de changer l'ordre. Enfin, si je change l'ordre, il ne faut pas que ça pète. Concrètement, c'est juste ça. Par contre, effectivement, le SQL, il a besoin de la SQL config. Bah, je suis obligé de l'instancier avant, ça c'est normal. Tant que l'arbre de dépendance en fait est respecté, il n'y a pas de problème. Un des exemples qu'il y avait un petit peu dans le premier exemple ici, c'est qu'en fait, il fallait que mon SQL soit instancié avant, sinon en fait, mes fabricants là, ils ne marchaient pas. Ça, c'est du vrai code. Voilà, si jamais je mettais fabricant en haut, ça ne marchait plus. Il y avait un global state qui existait et qui allait chercher le truc là, comme ça, message color. Si jamais en fait j'instanciais message avant message color, bah, c'était mort, quoi. Enfin, ça pétait dans tous les sens et c'était complètement invisible, quoi. Voilà. Tous les services doivent être instanciés à ce moment-là. Donc, c'est-à-dire, en fait, moi j'ai une règle qui me dit je ne veux pas instancier de service au sein même d'un service au moment du runtime. Une fois que j'ai lancé le runtime, c'est fini, il n'y a plus de services qui doivent être exécutés. Il y a des cas assez rares d'optimisation où on peut dire on va le faire quand même. Mais en fait, c'est un principe sur lequel, si jamais on s'y tient, généralement, il n'y a pas de. J'ai pas rencontré de difficulté jusque-là à faire ça, quoi. Donc, c'est-à-dire, en fait, quand je suis dans construction, si j'ai besoin de SQL, je vais le demander. Je vais le demander directement en construction plutôt que de l'instancier moi-même. Plutôt que d'ouvrir une autre connexion. Je dis, bon, bah écoute, j'ai besoin du user provider. Autant demander directement l'SQL, je le mets en construction, fin d'histoire. Voilà, c'est un moyen mot technique. Donc si on est dans un contrôleur, il ne faut pas dire tiens, je vais faire new new manager, new repository ou quoi que ce soit pour les gens que ça parle à ce niveau-là, quoi. Le cas de la dépendance circulaire. Donc du coup, là j'ai donné l'exemple concret, c'est-à-dire là j'ai le validateur. Mon validateur principal, il a besoin d'une liste de validateurs. C'est pour ceux qui ne connaissent pas la notation, c'est juste qu'il a besoin d'une liste de validateurs interface du même. Et en l'occurrence, il y en a l'un d'entre eux qui a besoin aussi d'un validateur, et il se trouve que c'est peut-être le parent. Donc du coup, comment on fait ? Lequel on instancie d'abord ? On ne peut pas, parce que les deux ils sont en construction. On est marron. Voilà, tant pis, merci de m'avoir écouté. Donc, ce qu'il faut faire, voilà, c'est passer par un setter ou par l'étape de construction, mais de se dire en fait que tant que le setter n'est pas fait, la classe n'est pas finie d'être construite. Ça veut dire que en fait, à partir du moment que mon objet est créé, il sera dans un état invalide tant que je n'ai pas appelé le setter. En fait, ma classe ne peut pas fonctionner là-dessus. C'est pour ça qu'il y a l'étape 1.1 où on fait d'abord tous les new ici, et ensuite on set la validation, parce que là on aura l'instance, et là c'est bon, il y a une référence circulaire qui existe. Enfin, on a résolu l'arbre de dépendance, quoi, tout simplement. C'est pour ça 1.1. Mais ça fait toujours partie de l'étape d'instanciation pour moi. Brièvement, le runtime, c'est juste là où ça s'exécute, et c'est ici que le code s'exécute. Voilà, on instancie les DTO principaux qui vont permettre à l'application de tourner. Voilà, je m'arrête pas trop dessus, c'est juste pour. Moi, je m'intéresse surtout à l'étape d'instanciation et pourquoi c'est important pour moi de diviser ça comme ça. Mon but, c'est de changer le plus de comportements possible dans mon application en ne changeant que la partie instanciation et déclaration de classe. On a le droit de créer autant de classes qu'on veut, mais sans changer quoi que ce soit au runtime. Pourquoi ? Parce que le runtime, quand il existe, ça veut dire que mon code il fonctionne, et du coup, j'ai pas besoin d'aller le changer parce que ça fonctionne correctement, quoi. Enfin, il est là, il existe, il fait ce qu'il faut, et voilà. Si jamais je peux changer mon comportement juste en changeant les classes que je lui injecte, ça veut dire que mon code en fait est évolutif à ce niveau-là.
Voilà, moi je considère que la partie runtime c'est du code figé et qu'il ne faut pas le modifier dans ce but-là. Il se peut en fait, c'est par exemple, on fait un code et puis on se dit bon en fait je vais le distribuer dans une librairie, je vais le mettre dans un vendor, etc. Maintenant pour aller le modifier, il faut que j'aille éditer la librairie, que je mette à jour, etc. Ou alors je le distribue à quelqu'un et je me dis bon bah en fait la personne qui va venir require ma librairie, en fait il va être marrant parce que il pourra rien changer dans mon code, il peut pas aller éditer si j'ai fait 2 plus 2 au lieu d'avoir fait un calculateur interface, il va pas pouvoir aller éditer mon code. Il peut pas, c'est pas possible. Ou alors il me fait une PR et puis bah, je l'ignorerai parce que bon, c'est pas mon code. Il y a des limites, c'est bien sûr, on peut pas envisager tous les cas, il faut quand même être réaliste à ce niveau-là, mais le but c'est quand même de coder comme si on allait pouvoir faire ça, quoi. Pour moi, un code est correctement ouvert à l'extension et fermé à la modification si ce concept est respecté de manière générale. Voilà, c'est l'un des préceptes solides à ce niveau-là. Voilà. Je vais prendre un exemple typique, enfin non pas typique du tout, je vais prendre un exemple. Un Echo Hello World. Donc en fait on se dit bon bah classique, tout le monde a fait un Echo Hello World un jour, il paraît. Et moi ce que j'ai fait c'est bon bah en fait dans une vraie application, on se dit bon bah voilà quand je processe mon truc, j'ai plein d'échos, j'en ai partout. Bon bah c'est mignon, c'est cool, ça me débug, je suis bien content. Là ça marche bien, j'ai bien du debug. Et puis vu que je suis un client chiant, j'aime bien demander des changements de comportement en me disant bah comment je fais pour maintenant l'écho ça me suffit plus. On se dit bon bah comment je fais si je veux le mettre dans un fichier de log. On se dit bah je vais contourner le problème, le truc qui va l'appeler, je vais aller le sauvegarder dans un log. Bon ça marche pour ce moment là. Voilà, on peut se dire bon bah flèche supérieure log et puis voilà c'est du Unix, on est content, ça passe bien. Puis après j'arrive avec une autre condition parce que j'ai écrit la présentation, du coup j'arrive avec une autre condition. Mais par contre, ouais, j'ai perdu mon debug et du coup, c'est pas possible c'est plus possible d'avoir mon echo quand j'exécute à la main. C'est tout simplement. Donc, l'une des solutions, ce serait d'avoir une solution évolutive en disant, bah, en fait, je sais que je vais faire évoluer mon interface, mon echo. Je sais qu'il va changer. Donc, je vais faire en sorte de le rendre changeable. Donc, comment je fais pour le rendre changeable on veut juste, en fait, une interface en disant, bon, peu importe la façon dont ça se comporte, je m'en fiche de ce qui se passe derrière. C'est tu te débrouilles. Ma classe, elle dit, je veux juste écrire quelque part. Donc, je vais créer une writer interface avec une fonction write qui va me sortir une ligne. Voilà, tout simplement. Assez bête et méchante. Ça a l'air con, mais il faut y penser, quoi, en fait. Hein, et donc, ça change juste tous mes échos. Tout ce que j'ai fait, c'est que du coup, j'ai demandé mon writer interface dans le système de process. Et après, j'ai demandé un write comme ça. Enfin, à chaque fois, au lieu des échos, j'ai juste remplacé tous mes échos par des writes. Et là, moi, je considère que mon code, en fait, c'est bon, il est déjà évolutif à ce niveau-là. Je pourrais le livrer ailleurs, je pourrais le livrer dans un vendor, je pourrais le livrer dans une librairie ou quoi que ce soit. La personne, s'il a envie de changer le mode de debug, elle peut déjà. J'ai pas besoin de penser à toutes les réflexions à ce niveau-là. Voilà. Mon code fait ce qu'il fait, mais par contre, pour ce qui est du log, j'ai pensé à l'évolution à ce niveau-là. Et donc notre implémentation, elle ressemble à ça. Notre implémentation de base, c'est bon, bah, je vais créer un echo writer qui va implémenter l'interface et il se trouve qu'elle fait echo. Et en plus de ça, elle rajoute une ligne que j'avais pas mis tout à l'heure. Et du coup, dans ma phase d'instanciation, j'ai mon echo writer ici et mon runtime, il reste exactement le même. J'ai rien changé. Voilà. Donc maintenant, si jamais je voulais le mettre dans un fichier de log, je me dis bon bah maintenant j'ai une autre demande, je veux changer le echo, je veux le dépasser vers du log. Bah en fait je vais créer une nouvelle instance de mon writer interface, enfin une nouvelle implémentation de mon writer interface pardon, qui elle en fait va se charger, il a son propre constructeur, sa propre méthode tant qu'elle valide l'interfaçage qui est derrière, qu'on se donne. Donc peu importe le langage, hein, c'est pareil. Tant que j'envoie un write stringline qui me fait du void, moi c'est bon, ça marche, quoi. J'ai pas de souci, je m'en fiche de ce qui se passe à l'intérieur. Mon application, elle n'a absolument pas changé. Ça là, j'ai juste dit bon bah pour que je fonctionne, il me faut un file name. Moi je sais faire un get stream, j'ai eu la flemme de le faire ici. Mais en gros, je peux mettre le log comme j'ai envie ici. Mon application n'a absolument pas changé, mon process n'a absolument pas changé. Pourtant, j'ai changé complètement la façon dont c'est écrit les échos. Voilà, maintenant c'est écrit dans un fichier de log. Et donc maintenant, je décide d'être pénible et je dis bon en fait, j'aimerais bien avoir les deux. Parce que comment on fait? Bah du coup, on peut créer une interface, enfin une implémentation qui va prendre les deux interfaces initiales. On se dit bon bah dans ma construction, j'ai besoin d'un writer pour le log et d'un writer pour l'écho. Et en fait, mon write, qu'est-ce qu'il fait? En fait, il va déléguer l'interface au log avec celui de l'écho et celui du log. Tout simplement. Et quand je regarde après l'instanciation, mon application elle s'instancie de la même manière, c'est juste qu'en fait la phase d'instanciation ici qui a changé.
mon process et mon runtime, ils changent absolument pas. C'est toujours la même chose. Donc en fait, ça me permet en fait de faire vraiment ce que je veux avec ces logs-là directement, quoi. Juste en changeant l'implémentation et la classe. Si je veux être un peu plus générique, parce que là j'ai fait un exemple en fait avec 2 trucs avec echo, log, etc. Je me dis bon bah en fait maintenant ce que je peux faire c'est un pattern qui s'appelle chain par exemple, en me disant bah je vais juste prendre une collection de writers et peu importe ce que tu m'envoies, moi je vais boucler dessus et puis je vais les appeler write. Fin de l'histoire. Et donc moi maintenant ce que je veux c'est passer cette classe-là directement dans l'application qui fait exactement la même chose. Et après lui c'est elle qui se démerde à dire comment elle s'instancie, quoi. Donc avec mon exemple à nouveau avec les writers log, j'instancie mon log, j'instancie mon echo. Je l'instancie ma chaîne avec les 2 arguments qu'on a besoin, et je fais l'application. J'aurais pu faire aussi, si jamais je lui balance pas du tout de tableau, ça marche aussi. Enfin, si je lui envoie un tableau vide, ça marche aussi. Ça va write rien du tout. Donc j'aurais du nul log, tout simplement. J'aurais juste pas de log, pas de debug, que dalle. Et voilà. Si j'avais, voilà, il y a un autre exemple à nouveau. C'est vraiment pour illustrer. Si je veux insérer dans du SQL, bah, je peux aussi. C'est un truc que j'aurais pas pensé à l'origine, de mettre des logs forcément dans du SQL, mais en fait mon implémentation le permet déjà. Parce que finalement, en fait, tout ce que je veux, c'est faire un query d'insert log. La construction, je demande l'insertion SQL. J'ai absolument rien changé là-bas, et j'ai même fait une chaîne qui m'a rajouté le log dans l'SQL. Donc en fait, maintenant j'écris dans le log, j'écris dans l'écho, et j'écris en SQL dans une table en même temps. J'ai pas changé mon runtime, j'ai pas changé mon application. Par contre, j'ai complètement changé la façon dont ça se comportait derrière, sans rien toucher. Enfin, j'ai écrit celle-là quand même. Voilà, donc ça c'est un peu la puissance en fait de comment faire pour rendre son code ouvert à l'extension. C'est grâce à ce genre de pratiques. Dernier exercice, pour le principe, c'est que je me dis comment je fais maintenant si je veux rajouter la date en préfixe. J'ai oublié de le mettre et puis je vais rajouter la date. Mon implémentation elle le prend aussi, tout simplement. Si j'ai envie de faire ça, j'ai juste à créer un writer qui s'appelle date préfixe. Donc ça c'est ce qu'on appelle le pattern décorateur, au cas où si ça vous intéresse comme ça. J'ai mon date préfixe, il prend un writer, il prend son writer en construction. En fait tout ce qu'il fait c'est qu'il appelle le writer, sauf qu'il édite à la volée directement le message qui est dedans. Donc là, ce que ça change ici, c'est que j'ai juste à mettre le date préfixe en insérant mon writer, et je processe mon application exactement de la même manière sans rien changer. Et j'ai préfixé toutes mes dates de tous mes logs sans me poser de questions. Voilà, c'est comment moi je structure les objets et tous les éléments sur lesquels je pense qui vont évoluer. C'est comme ça que je le visualise en fait, simplement. Et c'était même plus court que je pensais, parce qu'apparemment je débite beaucoup. Voilà, c'est tout. Donc s'il y a des questions. Voilà. Les questions, du coup. J'arrive. Merci. Alors pour moi, il y a un terme dont je m'attendais à entendre parler et qui pour moi est le sujet de ta présentation, ouais. C'est l'injection de dépendance. Ouais. C'est ça que tu as présenté en fait. Ouais, un peu aussi. J'ai un objet, au lieu d'appeler du code, je reçois quelque chose qui fait le boulot, quoi. Ouais, c'est implicite, effectivement, je ne l'ai pas mentionné, mais oui, c'est de l'injection de dépendance là-dessus. Quand on prend un objet et qu'on le met en construction, c'est de l'injection de dépendance à ce niveau-là. Il faut que l'arbre soit instancié avant de l'insérer. Oui, c'est... Et toujours du vocabulaire, ce que tu appelles la phase d'instanciation, c'est ça? Moi, je la connais sous le nom de composition root. D'accord, je ne l'ai pas entendu. C'est l'endroit dans ton code où tu instancies et tu relis tous les objets. Moi, je la connais comme composition root. Je ne sais pas s'il y a un terme en français. Mais... Il y a des gestionnaires de DI aussi qui le font, du style, ça peut être le service YAML dans les symphonies, par exemple, qui le font aussi. C'est le même principe. C'est l'endroit en fait, où on déclare l'arbre de dépendance directement pour faire l'arbre d'injection de dépendance, simplement. Okay. Tout à fait, c'est ça. Merci pour la présentation. Moi j'ai une question, j'y connais rien en PHP, je viens plutôt du monde du Java, du .NET, et je me posais la question, en Java, en .NET typiquement, on a pas mal de frameworks qui permettent de configurer l'injection de dépendance plus facilement qu'en instanciant dans un morceau là.
Est-ce que ça existe aussi en PHP? Oui, bien sûr. Là, comme je le mentionnais, en fonction du framework qu'on utilise, généralement, la phase d'instanciation, c'est déjà une problématique qui est résolue. Donc après, il faut voir en fonction du framework comment la mettre en place. Le principe reste exactement le même, dans le sens c'est que c'est à l'endroit où on fait tous les new. Mais par contre, en fonction de Java ou en fonction de PHP, par exemple, en parlant de Symfony, c'est le service.yaml qui a qui a ce truc-là. Voilà. On configure aussi l'instanciation via de la config. C'est ça, exactement. Même le calls, le 1.1, etc. Généralement, c'est tout. Très clair. C'est généralement géré comme ça. Je rebondis vite fait là-dessus. Il y a des frameworks où en fait on s'occupe même plus de l'injection de dépendance. On crée nos classes, on dit telle classe a besoin de telle classe, point barre, et il s'occupe de tout seul. Enfin, il s'occupe de ça tout seul. Et souvent, d'ailleurs, la seule chose qu'on a besoin de déclarer, c'est si on a des paramètres, par exemple, d'environnement. Là, on vient les déclarer pour dire ce service a besoin de ça en particulier, mais tout le reste se fait tout seul. Ouais. Sur Symfony, il te fait l'auto-wiring tout seul. En fait, c'est s'il a compris le classé, il se débrouille tout seul. Il n'a même plus besoin de lui dire quoi que ce soit. Merci pour la présentation. Pour pousser l'inversion de contrôle jusque dans la protection du modèle métier, quelle architecture de code tu utilises? Ma question, c'est plus Functional Core, Imperative Shell, Exa, Clean Code. Je n'ai pas forcément de pattern là-dessus, c'est plus s'adapter à ce niveau-là. Donc toi, tu parles de DDD par exemple ou, Non, je parle vraiment de structuration du code. C'est c'est vraiment l'architecture de ton code. Par exemple, tu peux faire du Functional Core Imperative Shell. Donc, tu vas avoir un code métier qui sera un code fonctionnel pur, donc sans effet de bord. Et tu vas avoir un Imperative Shell qui va être impératif et faire du shell et tes IO. Tu peux avoir une Clean Archi, tu peux avoir une Onion architecture, tu peux avoir une architecture Exa. Le principe, ça va toujours être le même, ça va être de pousser cette inversion de contrôle. Donc l'inversion de contrôle que tu as là, de donner le contrôle du cycle de vie, de le mettre un peu à l'extérieur, mais de le faire aussi sur ta partie métier. Je sais pas si c'est clair ou pas. Alors. Cet contrôleur s'occupe d'une façon d'injecter tout ce qu'il faut. Il faut regarder un peu, en fait, MVC, je crois. Je crois que tout ça tu parles. Il passe toujours par un contrôleur, après que se dispatche. La façon dont je le fais, ça se rapproche un peu plus de l'hexagonal. C'est pas forcément dans tous les préceptes. Donc, par exemple, l'un des trucs que j'esquive dessus, c'est vraiment la séparation il faut impérativement passer par une interface avant de passer sur la couche métier. Pardon. Ça, je le fais pas forcément. Même si après, j'ai bien une couche métier et une couche de présentation qui sont bien divisées. Je force pas forcément le modèle de DDD ou hexagonal à ce niveau-là. Voilà. D'autres questions? Non? C'était clair pour tout le monde? Bon. Très bien. Merci.